Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler d'un film polonais. Écoutez, pourquoi pas? Oui, parce que dernièrement, il y a eu un festival de films polonais qui s'est très bien passé. Et donc, notamment, il y avait parmi les films qui avaient été programmés Le couteau dans l'eau de Roman Polanski. Et je trouve que ça vaut le détour. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler. Il faut savoir que, oui, j'ai presque envie de dire, je sais que je vais faire râler un certain nombre de gens, mais vous savez que Roman Polanski est maintenant naturalisé français, depuis d'ailleurs très 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 longtemps, et donc j'ai envie de dire que c'est presque peut-être pas le meilleur réalisateur français, mais enfin, il fait partie des grands réalisateurs français. Oui, monsieur. Et donc, son écriture, son art d'écrire des histoires, en images et en son, se voit dès ce premier long métrage qui a été tourné en 1962, c'est Le couteau dans l'eau. Alors il a été tourné avec, en tout cas pour l'écriture du scénario, avec Jerzy Skolimowski. D'ailleurs ils se sont connus quand ils sont allés dans l'école de Łódź. Alors je vous rappelle que on dit, enfin ça s'écrit Łódź, L-O-D-Z, mais ça se prononce Łódź. Voilà, Łódź. Si vous voulez être branché, il faut parler de l'école de Łódź. Et donc, c'est un film, incontestablement, Le couteau dans l'eau, de Polanski, qui a une force dans les cadrages, la lumière, le montage, le scénario, et ça ne manque pas d'audace. Alors, on retrouvera cette écriture qui sait enfermer ces personnages dans des images qui oppressent, comme dans la plupart d'ailleurs des films de Polanski, mais on peut y déceler aussi déjà, puisque c'était son premier, ou je sais plus, je crois que si, c'était son premier long métrage, on peut y déceler aussi son goût à faire peur, son plaisir de faire peur, d'interroger, et par là même d'obliger le spectateur à devenir co-auteur. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a des points de suspension, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, donc nous, qui sommes dans la salle, spectateurs, eh bien, on imagine. Alors, moi, je pense que ça, c'est quand même une des meilleures... j'ai envie de dire que tous les grands réalisateurs, ou tous les grands auteurs, permettent aux spectateurs ou aux lecteurs d'être co-auteurs. Ça me paraît être la marque d'un grand auteur. Et au fond, cette peur qu'il aime bien distiller, qui est souvent d'ailleurs générée entre les humains, eh bien, ça rappelle quand même l'enfance de Polanski. Je sais bien que moi je fais la différence entre l'homme et son œuvre, mais quand même, il y a quelque chose. C'est-à-dire que, vous devez le savoir, Polanski, il avait à peine 5 ou 6 ans, il était prisonnier dans le ghetto de Varsovie, et il a dû s'échapper sur les conseils de son père, avant qu'il ne soit lui aussi, comme sa mère, emmené dans les camps d'extermination. Et son père lui a dit, fiche le camp avant qu'il ne te voie. C'est-à-dire que cette peur, eh bien cette peur qu'il met dans ses films, il l'a connue, et il a compris qu'il n'y a pas pire pour l'humain que l'humain. Et il a contracté une sorte de phobie, celle d'autrui. Et dans ce film, Le couteau dans l'eau, il y a une tension entre les personnages, une peur qui s'installe entre humains que nous retrouverons dans la plupart des films de Polanski. Je cite au hasard Chinatown, un film de 74, ou Le locataire en 75. Bon, puisque je parle des films, je voudrais quand même aussi vous citer d'autres films comme Tess, admirable, un film de 1979, et bien sûr Le pianiste. Écoutez, Le pianiste, c'est quand même tout droit issu de ce qu'il a connu à Varsovie. Donc Le pianiste est un film en 2002, je crois, oui, 2002, et qui a d'ailleurs obtenu toutes les récompenses suprêmes. Et même The Ghostwriter, ou encore son dernier J'accuse, qui reçut aussi de nombreux témoignages de respect et d'admiration pour Polanski le réalisateur. Je parle bien de Polanski le réalisateur au talent indéniable. Donc Le couteau dans l'eau est la preuve, enfin en tout cas on peut parler, quand on voit Le couteau dans l'eau, d'un thriller psychologique. Il met en place une sorte de perversion, un certain malaise à fleur de peau, et tout ça dans un espace restreint, et c'est d'autant plus intéressant que c'est un voilier, c'est une coquille de noix, mais dans l'immensité d'un lac. Alors dès les premiers plans, nous sommes intrigués par ce couple enchâssé dans une vitrine, derrière le pare-brise d'une voiture. Eh bien, avant de continuer de vous parler de ce film, je pense que ce serait bien qu'on écoute peut-être, oui, un petit extrait, ou en tout cas la musique du film, ça va vous mettre dans l'ambiance.
Voilà, et justement, cette musique que vous venez d'entendre est sur le générique début qui démarre évidemment le film. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, elle défile, ce générique défile sur une voiture, sur le pare-brise d'une voiture qui roule et sur lequel il y a des reflets des nuages qui défilent comme ça sur cette vitre. Et ce qui rend d'ailleurs, on sent bien, il y a un couple derrière cette vitre, mais il est assez invisible. Et ils sont comme dans un microcosme fermé sur cette musique jazz un peu qui est intéressante. Vous venez de l'entendre, elle est à la fois cool et en même temps, il y a quand même, on sent une sorte de petite menace. Et puis on va découvrir à la fin du générique que c'est une femme qui conduit, mais très vite, l'homme va prendre sa place avec une certaine autorité et même une gestuelle un peu de prédateur. Et la route sur laquelle il roule, choisie par le réalisateur, Polanski bien évidemment, c'est une ligne droite. Donc il roule vers une ligne droite. Ça a l'air d'être sans bavure, si je puis dire. Mais il y a un obstacle, c'est un jeune type, un autostoppeur, qui justement va couper la route, le chemin, va perturber ce petit monde clos. Et de la même façon qu'entre ce couple, on a pu voir un rapport de force, ce jeu va se multiplier dans tous les rapports humains. Entre André, le mari, et sa femme Christina, donc ce couple qu'on vient de voir dans la voiture, mais le jeune homme et le mari, ou encore Christina et le jeune homme. Donc, 3 personnages, mais j'ai envie de dire qu'il y a 2 autres personnages, c'est le voilier et le lac, qui participent largement et étrangement à ce huis clos. Alors les rapports de force entre ces personnages sont visibles par le cadrage, par le jeu entre les 2 hommes. Alors, on voit par exemple, soit l'un est en amorce, donc en premier plan, c'est-à-dire on voit son épaule, et l'autre plus éloigné. Soit il permute, c'est quelquefois maintenant le jeune homme qui est en premier plan et le André, le mari, qui est plus loin. Mais c'est toujours le même rapport. C'est-à-dire que ça fait passer la domination de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Donc ça, c'est l'image qui vous le montre. Au fond, ces 2 hommes, très vite, on comprend qu'il va y avoir comme une sorte de duel, comme un western. On se demande qui va tirer le premier. C'est un jeu du chat et de la souris, c'est un va-et-vient entre eux, en plus de ça dans le film, un départ et un retour. Et puis tout d'un coup, il va y avoir des ordres. Le mari prend les choses en main, « Déchaussez-vous et montez », dit-il au jeune homme. Et puis ensuite, il va donner des conseils. Pour naviguer, il faut du réflexe, de la discipline. Et donc, la croisière s'annonce apparemment paisible, avec donc tous les 3 sur le voilier, avec une Christina, faut pas l'oublier. Elle est en maillot de bain, complètement dénudée, quasiment, avec juste un petit slip et un petit soutien-gorge. Et il y a un plan formidable, parce que le début de la croisière, elle est allongée en premier plan, mais vraiment en premier plan, mais elle est allongée, donc on voit, si vous voulez, le relief de ses formes, si je puis dire. Elle est comme offerte. Et elle a l'air cool, elle aussi, parce qu'elle chantonne. Elle a l'air un peu indifférente à la situation, à ce qui se joue à côté d'elle ou derrière elle. Eh bien, et l'objet, cause du conflit qu'il va y avoir, parce qu'on sent déjà qu'il y avait une tension, mais à un moment, ça va exploser, c'est un couteau. Donc, symbole phallique s'il en est, et c'est un couteau qui va tomber à l'eau, d'où le titre. Autre symbole fort qui délivre le message et le titre du film, qui peut paraître ésotérique, le couteau dans l'eau, mais là, évidemment, ça prend tout son sens. Couteau qui est manié avec grande dextérité par le jeune homme, et il s'amuse à le passer entre les doigts du mari ou des siens, avec rapidité. Donc ce couteau, dit le jeune homme, c'est pour aller de l'avant. Et c'est en effet ce que le jeune homme cherche à faire. À aller de l'avant, à avancer. Et il va commencer à s'imposer d'abord en refusant les ordres du mari. « Cessez de me commander », dit-il. Donc ça, c'est très clair. Et alors le réalisateur ne manque pas non plus d'un certain humour. Pas toujours très politiquement correct, mais tant mieux. En filmant le jeune homme, en train d'enrouler très soigneusement une corde autour d'elle-même, formant un disque sur lequel il va poser sa tête. Ça lui fait comme une sorte d'auréole. Et là, quand il a la tête posée sur cette sorte d'auréole, il met les bras en croix. Et il est filmé en plongée, comme un Christ, sur sa croix. Et ce Christ va se rebeller. Donc, voilà, vous voyez, c'est dans l'image, c'est l'image. Il n'y a pas besoin de sous-titres, on comprend un certain nombre de choses, on les perçoit. Et d'ailleurs, ce qui va dans le même sens, c'est que le jeune homme, il est monté sur le bateau, et puis il est très intrigué par le nom du bateau, qui porte, en réalité, il dit « Ah bon, c'est Christine ?» Oui,
Ce nom, tout simplement, il porte le nom de la jeune femme, puisque c'est Christina. Christina est entre les deux hommes. Voilà. Donc, voilà, déjà, c'est intéressant. Et une jeune femme, d'ailleurs, qui va aussi se rebeller, à sa façon. Nous le verrons par la suite. Et donc, il y a aussi une chose qui est là aussi, qui va d'un peu dans le même sens. À un moment, le jeune homme se tient à la voile, hors du bateau, et tout d'un coup, il se tient, il est heureux comme tout, et il fait comme s'il marchait sur l'eau. Voilà, je ferai aucun commentaire, n'est-ce pas, mais c'est l'image qui le montre. Il est là à grandes enjambées, il marche à côté du bateau, comme s'il marchait sur l'eau, mais parce qu'il se tient évidemment au mât de la voile. Voilà. Donc tout ça est intéressant. Moi, je n'ai pas la réponse, mais bon, c'est dans le film. C'est dans le film. Il faut le regarder le film, c'est dans le film. Donc, bref, l'orage arrive, évidemment. Le ciel s'assombrit, il y a plus de vent. Pour avancer, il faut ramer. Ramer, oui, il faut ramer, dans tous les sens du terme, parce que c'est ce que fait le jeune homme dans sa vie. Il veut ramer, il veut avancer, il rame pour essayer d'avancer. Et lorsqu'il se retrouve seul sur le bateau, Polanski le filme en premier plan, donc il est seul sur le bateau, et au loin, le couple batifole dans l'eau, avec une espèce de crocodile qu'ils ont gonflé. Voilà, au fond, tout d'un coup, on s'aperçoit que les choses ont changé, et qui est maître à bord? Le jeune homme. Et alors quand la pluie va se mettre à tomber, parce que là aussi c'est un décor formidable, le refuge c'est la cale du bateau. Elle est sombre, elle est exiguë, et là, quand ils sont tous les trois dans le bateau, il y a comme une sorte je sais pas si c'est un moustique ou une mouche qui commence à déranger. Et déranger parce que on l'entend, mais personne la voit. Je crois qu'elle souligne assez bien l'ambiance. C'est-à-dire qu'il y a une menace qu'on entend, qu'on sent, mais qu'on ne voit pas. Voilà, voyez. Donc là, on est quand même aussi dans une métaphore intéressante. Et puis, ces trois, dans la cale, dans cette espèce de microcosme sombre à l'intérieur du bateau, ils vont jouer au Mikado. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est une sacrée trouvaille. C'est une parabole de la vie. C'est-à-dire, il faut arriver à ôter des parties du tas sans pour autant toucher les autres. Voilà, c'est... Alors du coup, moi j'ai sorti mon Mikado, parce que j'en avais un, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué au Mikado. Eh bien écoutez, je vous propose de jouer au Mikado, je vous assure que c'est très amusant. Bon, bref, voilà, donc comme ça je vous ai parlé du jeu que vous pouvez faire, qui ne porte aucune conséquence, mais qui est tout à fait charmant, et pas si simple que ça, pendant les fêtes de Noël. Alors, devant ce tableau de la vie, puisqu'ils sont tous les trois, Christina va chanter. On le lui demande d'ailleurs, et elle le fait. Et son chant en dit long sur son désamour, son envie de s'éloigner, partir. Dans la chanson, les paroles de la chanson disent « Laisse-moi partir ». C'est ce que veut faire aussi le jeune homme, partir, avancer, avancer. Et d'ailleurs, au lendemain de cette soirée, il se lève tôt, parce qu'il va falloir revenir aux choses de la réalité, si je puis dire, les pieds sur terre. Tous les deux sont levés aux aurores, avant le mari. Alors, tout à l'heure, nous écouterons la chanson de Christina, parce qu'elle est très intéressante, là aussi, on sent qu'elle est pleine de nostalgie, etc. Alors, puisque je vous disais tout à fait au début que ce scénario avait été écrit avec Jerzy Skolimowski, écoutez, je pense quand même qu'il faut que je vous dise un petit mot de ce réalisateur qui est aussi formidable. C'est un réalisateur qui est né à Łódź, et bien sûr, il a fait ses études à l'école de cinéma de Łódź, de l'école de cinéma. Et donc, c'est là qu'il a connu, je vous le disais tout à l'heure, avec Polanski. C'est là qu'il a connu Polanski. Ils sont devenus très amis. Alors, juste parce que moi, j'ai travaillé, je suis à peu près sûr d'avoir parlé de Skolimowski à propos de au moins 2 films, mais ça devait être dans Toile Étoile, l'émission que j'ai sur le cinéma hebdomadaire. C'était Deep End. Ça se passe dans un établissement de bain. Un film très savoureux. Et puis, un autre film, c'était 4 nuits avec Anna. Très réussi aussi, très différent, mais assez violent, d'apparence. Voilà, donc c'est vraiment 2 films que je vous recommande, de Skolimowski, Deep End, 4 nuits avec Anna. Alors, il faut savoir que ce réalisateur, Skolimowski, il aimait beaucoup À bout de souffle de Godard, mais il aime aussi Citizen Kane de Wells, ou encore 8 et demi de Fellini. Avouez quand même que on est d'accord. Bref, vous l'avez compris, c'est un réalisateur dont la filmographie, en tout cas, ne laisse aucun doute sur son talent. Donc,
il faut signaler sa coopération avec Polanski parce que l'écriture du scénario est quand même très habile et donc c'est du scénario du couteau dans l'eau et donc c'est quand même la somme de 2 talents et ça vaut il faut absolument le préciser. Alors lorsque le couteau tombe à l'eau, puisqu'il s'agit de ça, le couteau dans l'eau, c'est un peu le plot point du scénario. C'est capital dans le script. C'est-à-dire que la suite va se passer dans l'eau et c'est vrai que toutes les images qui suivent, on pense forcément au film de René Clément qui avait été tourné en 1960, film magnifique, chef-d'œuvre avec Delon, Maurice René, Marie Laforêt, Plein Soleil, avec ses rapports conflictuels entre les 2 hommes. Et d'ailleurs, faudrait quand même dire que, rappelons que Le couteau dans l'eau a été tourné en 1962, c'était donc 2 ans après Plein Soleil. On peut donc y retrouver des réminiscences. Bon, c'est pas du tout du plagiat, bien tant s'en faut, mais c'est vrai que on est dans le même esprit, quoi, voilà. Et donc, après cet épisode, cette seconde partie du film un peu mouillée, le jeune homme, d'ailleurs, tout à l'heure je disais qu'il était maître à bord, là c'est mieux encore, puisqu'il va mettre même le peignoir du mari. Et même, on peut le dire, il va même prendre la place pour un temps dans la vie de Christina. Alors, Polanski, il joue de l'ellipse, de plans vides, où seule la voile flotte et la musique jazz que vous avez entendue tout à l'heure vient à nouveau s'imposer et rythmer le nouveau couple. C'est toujours, si vous voulez, cette musique, je le répète, est intéressante parce qu'elle est à la fois fragile et en même temps, elle impose une sorte de doute et d'angoisse. Donc, il y a aussi un plan très intéressant, parce que bon, je vous raconte pas l'histoire, regardez le film, mais quand à un moment, Christina revient avec son voilier sur le ponton du port, vous avez le mari qui l'attend. Là, c'est un plan formidable, parce que il attend, c'est-à-dire qu'il accepte. On remarquera d'ailleurs que Christina, qui sur le bateau s'est montrée très dénudée, chose rare d'ailleurs, parce qu'on la voit même complètement nue, c'est très rare quand même à cette époque-là, et surtout dans un film polonais. Eh bien, quand elle revient sur la terre ferme, elle remet le costume qu'elle avait au démarrage dans la voiture. Vous voyez, c'était juste cette journée sur le bateau était comme une parenthèse un peu enchantée. Voilà, c'est-à-dire elle tire ses cheveux, elle met ses lunettes, elle change complètement de look, elle ferme cette fameuse parenthèse et elle redevient quelqu'un d'un peu triste, quoi. Voilà. Donc, on sent qu'il y a un potentiel en elle qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus sexué, si je puis dire. Et donc, la question qui va se terminer sur le film, et on n'aura pas la réponse, la question sera autour du jeune homme, est-ce qu'il s'est noyé parce qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas nager, il tombe à l'eau, bon, etc., etc. Et donc, on le cherche, on ne le trouve plus. Question qui angoisse le mari, s'est-il noyé ou pas ? Parce qu'évidemment, s'il est noyé, sa femme va le lui reprocher. Mais nous, on sait, puisqu'on a vu le film, le mari, lui, ne le sait pas, on sait très bien que le jeune homme ne s'est pas noyé. Et le parallèle se fait entre une histoire racontée par le mari, que Christina veut entendre jusqu'au bout. Le mari avait l'habitude de raconter l'histoire d'un marin qui avait vieilli et qui un jour avait l'habitude de sauter sur les tables. Et là, un jour, surtout là où il y avait des débris de verre. Et un jour, il saute, mais malheureusement, là, il se fait très mal, il y a du sang qui gicle partout, etc. Il raconte cette histoire. Alors pourquoi il s'est blessé ? Christina pose la question au mari, mais pourquoi tout d'un coup, ce marin qui avait l'habitude de faire ça, il se blesse ? Là, c'est très intéressant parce que le mari est obligé de répondre et au fond, il est en train de raconter sa propre histoire. C'est le propre parcours de André. C'est-à-dire que ce mari, qui se croyait très fort au début, dans sa grosse et belle voiture, vous savez, j'en ai une grosse, là, il était là, formidable, il avait réussi avec sa femme, il était très autoritaire, etc., etc. Il se retrouve confronté à la jeunesse, à ce jeune homme, et il perd. Et le dernier plan du film est admirable non seulement d'un point de vue esthétique, mais il a une fonction narrative, car au carrefour des chemins, il est là dans sa voiture. Le mari et sa femme sont là, dans la voiture, à nouveau dans ce microcosme du début. Ils montent comme ça c'est une rue qui monte légèrement, qui arrive à un carrefour des chemins, et que va-t-il se passer ? Elle dit, s'il est mort, il faut aller voir la police. Donc il y a un vrai doute. En revanche, s'il n'est pas mort, comme elle lui a expliqué qu'elle avait trompé son mari avec le jeune homme, c'est compliqué. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Voilà. Donc ça veut dire que on arrive là, et là le doute subsiste. Est-ce qu'ils vont aller à la police ou pas ? Toutes les hypothèses sont permises,
Et cette voiture arrêtée, filmée comme ça dans un plan fixe long, permet aux spectateurs non seulement d'être en plein suspense, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais aussi d'écrire leur propre scénario. Et le couple reste dans sa bulle. Cette voiture arrêtée au milieu de plusieurs routes à prendre, évidemment, c'est un choix complexe. Donc un film qui joue sur les couleurs, toutes les couleurs du noir, toutes les couleurs du blanc, qui joue aussi sur des relations constantes entre dominé et dominant. Bien écoutez, vraiment, je vous recommande, vous l'avez compris, très vivement, ce film, Le couteau dans l'eau de Polanski, premier long métrage de 1962. Et on écoute tout de suite un extrait, au moment précis où Christina chante, et chante justement un peu son désespoir, mine de rien. Et moi je vous dis au revoir. Już nie mów nic, nie mów nic. Już. Nie mogę. No proszę, niech pani śpiewa. Nie dam rady, nie. No, to nie dostanie pani fantu. No dobrze. Już nie mów nic, nie mów nic. Już nie patrz, tak pozwól iść. Zabrakło nam słów, księżyców i gwiazd. Czułości już nie ma w nas. Już nie kłam, tak nie proś mnie. Już nie zostało nic, przecież wiesz. Choć pusto jest tak, nie trzeba ci mnie, bo szczęścia nam brak, kochamy się źle. Więc nie mów nic. Nie myli się nam już z nocą dzień. Zegarów nudny rytm porwał cię. Nie jesteś już ten. Dalej nie pamiętam. Ta Idiotyczny piosenka, szlagier. kiedy... Kto mógł tego Molika znokautować? Proszę.